L'oxymore. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle, on parlait en France d'opposition, on ne parlait pas encore d'oxymore. Alors, pour désigner l'oxymore, on dit opposition, d'accord? Parce que le mot oxymore, d'accord, n'est apparu que vers la fin du XVIIIe. Alors, toutefois, les oxymores n'ont pas attendu qu'on les nomme pour exister. Ça veut dire ça existait depuis longtemps, même avant le XVIIIe. Par exemple, Horace usa l'oxymore célèbre comme perjura fides, d'accord? Perjura fides, ça veut dire une fidélité parjure. Alors, parjure, ça veut dire le faux serment. Le parjure, ça veut dire le faux serment, d'accord? Une fidélité parjure, ça veut dire une fidélité fausse, une fausse fidélité, d'accord? Une fidélité qui n'est pas fidèle, une fidélité infidèle, si on veut dire. D'accord, voilà un petit peu de quoi il s'agit dans l'oxymore. C'est une opposition. Il y a aussi insanies sapientia, d'accord? Ça veut dire folle sagesse. On sait que la sagesse est déjà quelque chose de bien, mais quelque chose de raisonnable, alors que folle, c'est un adjectif qui s'ajoute à son nom pour lui donner un caractère de folie. Alors, par exemple, dolce periculum, ça c'est en latin. Ça veut dire suave péril. Le suave, c'est le danger. D'accord? Le suave, c'est la douceur. D'accord? Et péril, c'est le danger. Danger, péril. Suave, péril, c'est-à-dire danger, péril, c'est-à-dire danger doux. Doux danger. Suave, péril, doux danger. Alors, le danger comme le danger ne peut être jamais, voilà, ne peut être jamais, voilà, ne peut être jamais comme le péril ne peut être jamais suave ou bien ne peut être jamais doux, alors voilà une opposition entre les deux mots. C'est finalement de Jacques Ourki, dans l'encyclopédie, pardon, atteste pour la première fois en français de ce terme en 1765. On a dit déjà que vers la fin, vers la deuxième moitié du 18e, désormais l'oxymore est une figure de style les plus célèbres, une des figures de style les plus célèbres. Attention, on écrira un oxymore et non une oxymore. Oxymore, c'est masculin. Comme on peut parfois le voir, oxymore vient du grec oxymoron, composé de l'oxy, ça veut dire l'aigu, le spirituel, les filets, et moros, ça veut dire l'épée. L'aigu et l'épée. Ça veut dire pardon, l'aigu et l'épée. Le terme oxymore est ainsi un autologisme. Alors, l'autologisme en français veut dire que le mot, d'accord, a le sens, d'accord, c'est un mot composé qui est peut-être d'origine étrangère, mais, ou bien ancienne, mais il est basé sur le rapprochement de deux mots, ou bien le rapprochement du sens. Ça veut dire déjà le mot oxymore dans le grec signifie voilà, signifie euh, deux mots opposés mais rapprochés. Alors, l'oxymore, le but de l'usage de l'oxymore est de créer la surprise. Créer la surprise. Pourquoi je cite ça? Parce que si on étudie par exemple un poème, une pièce de théâtre ou bien encore un roman ou une nouvelle, alors un récit ou un discours, alors si on étudie tout ça, d'accord, on a à analyser par exemple linéairement le texte ou bien encore à le commenter dans un commentaire composé, faire une dissertation, etc., on peut avoir recours à l'analyse des figures de style. Alors, si on analyse les figures de style, pardon, alors on aura à identifier leur effet. Voilà l'effet que crée l'oxymore. L'effet créé par l'oxymore, ou bien le but de l'usage de cette figure de style, est créer la surprise chez le lecteur. Le lecteur, quand il attend le premier mot, par exemple, quand il attend, par exemple, quand il entend le mot vivre, par exemple, ou bien la vie, par exemple, et il attend
que après la vie, il y a quelque chose de positif et tout. Mais si tu dis par exemple une vie mortelle, d'accord, une vie mortelle, alors voilà un petit peu la surprise chez le lecteur. L'oxymore permet d'exprimer ce qui n'est pas convenable et permet aussi de rendre compte de ce qui est absurde. Mais il y a une différence entre cette figure, c'est-à-dire l'oxymore, et l'antithèse. Pourquoi? Parce que l'oxymore, il rapproche deux mots, d'accord, mais l'antithèse, il rapproche deux phrases, ou bien deux propositions, si on veut dire, deux énoncés. Alors attention à ne pas confondre l'oxymore avec l'antithèse. Cette dernière n'accole pas, c'est-à-dire l'antithèse n'accole pas deux mots contraires l'un à l'autre. Non, il rapproche seulement deux mots au groupe de mots opposés dans une proposition. Voici un exemple de la différence tirée de Montesquieu. Montesquieu, on connaît que Montesquieu, il a écrit un livre de mémoire qui s'appelle, pardon, un livre de lettres, d'accord, qui s'appelle Lettres persanes, d'accord, entre deux correspondants, ou bien voilà, deux correspondants turcs, d'accord, qui sont l'un, et il vit à Paris, ça veut dire il est en voyage à Paris, et l'autre, voilà, il est resté euh, en Turquie, d'accord? Et voilà l'occasion de se correspondre un petit peu avec les lettres et tout. Alors, il a dit, non, j'ai pu vivre, l'un de ces personnages, non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. Qui est-ce qui dit ça? C'est l'un des personnages qui vit à Paris, d'accord? Parce qu'à Paris, à cette époque-là, il y avait la servitude au roi, d'accord? L'absolutisme, etc. Mais j'ai toujours été libre. Pourquoi? Parce que je n'étais pas un citoyen, un vrai citoyen français. J'étais un citoyen, normalement, j'étais un étranger par rapport aux Français, c'est-à-dire j'étais un citoyen, euh, j'étais un citoyen normalement turc, d'accord? Montesquieu écrit ici une antithèse en rapprochant deux groupes de mots opposés dans leur sens, servitude, libre, pour en faire un oxymore. Il faudrait écrire j'ai vécu dans une servitude libre. D'accord? Alors, apposons deux termes contradictoires. L'exemple de l'oxymore, éphémère et mortel. Alors, on sait bien que éphémère, c'est quelque chose qui passe, d'accord? Quelque chose qui est volatile, mais immortel, c'est quelque chose qui est dur, voilà, jusqu'à l'éternité, d'accord? Éphémère, immortel, c'est Paul Valéry dans Les Charmes. Le superflu, chose très nécessaire, c'est Voltaire dans Le Mondain. À travers la noirceur de l'ombre qui cache la mer et les cieux, une clarté blafarde et sombre, blafarde et sombre. Alors, blafarde, c'est lumineuse et sombre, c'est le contraire. Fait voir l'une et l'autre à nos yeux. Alors ça, c'est Madeleine de Sudéry, le cabinet. On continue. Euh, de grandes vaches se déplaçaient avec lenteur dans un silencieux tintement de clochettes. Alors, le tintement, on sait bien que le tintement, c'est le son qui émane des clochettes accrochées au cou des vaches, mais ce tintement, d'accord, il est silencieux. D'accord, un silencieux tintement, alors c'est un peu bizarre. Alain Robbe-Grillet dans Le Miroir qui revient. Alain Robbe-Grillet, c'est un auteur du nouveau roman, d'accord, auteur du XXe siècle, du nouveau roman du courant nouveau romanesque. Alors, cette obscure clarté étant des étoiles enfin avec le flux ne fait voir 30 voiles, ça c'est Pierre Corneille dans l'essence de Cide. Alors, obscure, clarté, c'est-à-dire il y a une clarté, il y a une lumière, mais il y a aussi une obscurité, il y a aussi voilà, une sombreté, d'accord? Il y a aussi voilà, l'effet voilà, du noir avec le clair. Les soleils mouillés, on sait bien que les soleils ne doivent pas être mouillés. Pourquoi? Parce qu'il y a assez bien de chaleur pour que ça reste pas mouillé parce que normalement, scientifiquement parlant, l'eau doit s'évaporiser. De ciel brouillé, les soleils mouillés,
de ces ciels brouillés. Ça, c'est Charles Baudelaire dans l'invitation au voyage. Voilà, Charles Baudelaire connu pour pour son recueil, Les fleurs des mâles, le spleen et l'idéal. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans, jeune vieillard, un vieillard qui est jeune. Alors ça, c'est la vieillesse et la jeunesse. C'est Molière dans Le Malade imaginaire. C'est une bonne pièce, une très bonne pièce, une très bonne comédie que voilà, je vous recommande de lire et aussi de regarder parce qu'il y en a certaines représentations de cette pièce sur YouTube. Cette petite grande dame venait de s'envoler, petite et grande, vous voyez bien l'opposition pardon, entre les deux adjectifs voilà, se rapportant à l'âme qui venait s'envoler, elle est petite mais elle est grande. Victor Hugo, Les Misérables, à propos de la mort de Gavroche, vous connaissez bien Victor Hugo qui est connu pour ce livre Les Misérables, d'accord, les histoires des histoires voilà, si vous voulez, de beaucoup de personnages. On cite comme exemple le personnage de Cosette, le personnage de Gavroche, et ainsi de suite. Alors, Candide البؤساء بالعربية كاين الرواية مترجمة بالعربية سميتها البؤساء رواية طويلة بزاف فيها بزاف ديال يعني البؤس نيت في حقيقة. D'accord, Candide qui tremblait comme un philosophe, ça c'est Candide l'optimiste. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. La boucherie, on sait bien que la boucherie, ce n'est pas de l'héroïsme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mourir tout, mais il y a le côté héroïque. Alors ça, c'est Voltaire dans Candide, avec sa candeur. Un médecin, un auteur, un magistrat eussent pressenti tout un drame à l'aspect de cette sublime horreur, dont le moindre mérite était de ressembler, pardon, à ces fantaisies que les peintres s'amusent à dessiner au bas de leurs pierres lithographiques, en causant avec leurs amis. Ça, c'est Honoré de Balzac dans le colonel Chabert. Alors, on continue ici aussi. J'ai trouvé une page se rapportant aux étapes du récit et tout, d'accord? Comme la page n'est pas qu'il est assez claire, alors j'ai essayé de refaire un petit peu de quoi il s'agit dans la leçon, les étapes du récit. Un roman est constitué d'actions qui s'organisent en une intrigue. Les actions, c'est-à-dire les faits, les événements. L'intrigue, ça veut dire le comment du récit. Ça veut dire comment le récit s'écrit-elle, d'accord? Comment ces événements, d'accord, se rapprochent entre eux, etc. Cette intrigue est composée de séquences, ça veut dire de parties, c'est-à-dire de passages qui forment une unité sur le plan du temps, d'accord? Unité 2, c'est-à-dire temps 2, unité 3, temps 3 et ainsi de suite, l'unité des lieux, d'accord? L'unité de l'action, l'unité de personnage. On a pu constater qu'une intrigue romanesque possédait une structure type, d'accord? C'est-à-dire le roman classique, d'accord? Le roman classique. Et il y a un type, ou bien il y a une structure type, c'est-à-dire c'est un seul calibre pour tous les récits communs à tous les récits. Elle peut être représentée par un schéma appelé schéma narratif, d'accord? D'ailleurs, sur le schéma narratif, j'ai une petite vidéo explicative du schéma narratif, ou bien du schéma, pardon, narratif de la parure de Guide de Maupassant sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous l'écrirai après, d'accord, qui prend en compte la succession logique des événements comme suit. Normalement, dans un roman classique, on trouve un état initial, un événement perturbateur ou bien déclencheur, beaucoup de péripéties, et puis un événement équilibrant qui mène vers une situation finale. D'accord? Alors, voilà, j'espère que vous avez compris. On lit tout ça, on lit très vite ça parce que ce n'est pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'état initial? Ça veut dire l'état des faits, d'accord? Avant qu'il y a, c'est-à-dire la vie normale, avant qu'il y a un élément perturbateur. Puis, il y a cet élément perturbateur qui un petit peu déséquilibre, cet équilibre qui a eu lieu
avant cette perturbation. Et puis, il y a différentes péripéties que mènent les héros, ou bien les personnages, ou bien principaux, ou bien secondaires pour un petit peu résoudre ce problème, pour enfin faire revenir cet équilibre qui était pardon, dans l'état initial. Mais à la fin, il se trouve que l'un des personnages, par exemple, meurt, qu'il y a un bonheur ou bien un malheur, et etc. etc. D'accord? Alors ça s'appelle l'état final ou bien la situation finale. L'état final est celui qui est ou bien heureux, malheureux du personnage à la fin du récit. Ce modèle, à l'origine de toute invention narrative, peut être plus ou moins modifié. C'est-à-dire, ça, c'est le plus courant, le plus voilà, récurrent. Ça, c'est le valable pourtant un petit peu pour le roman, certes le roman classique, mais ça passera pas au XXe siècle. Alors, à partir du XXe siècle, on a commencé à écrire d'autres romans, d'accord, qui ne respectent pas, d'accord, qui rentrent dans ce qu'on a appelé le nouveau roman, que vous allez étudier bien sûr dans le semestre 6. Certaines étapes peuvent être difficiles à reconnaître ou leur ordre changer, mais retrouver et analyser ce schéma permet d'enrichir l'étude du roman. On s'intéressera surtout aux variantes de cette structure fondamentale. Alors, voici un exemple de ce changement. Dans cet exemple, il s'agit d'un retour en arrière. Alors, la situation finale conduit à une situation initiale, puis la situation initiale conduit à la modification, c'est-à-dire les péripéties, et puis il y a la suite des axes. La dernière partie du roman, d'accord, dans l'ordre des pages, c'est la péripétie ou bien les péripéties au pluriel, d'accord, qui sont ramenées vers la fin, d'accord, pour laisser découvrir un petit peu le lecteur, pour le mener, pardon, à découvrir la suite des actions, bien qu'il sait bien la fin de l'histoire, d'accord, ou bien la fin du récit. Alors, remarque ici, un récit peut être décomposé en une suite d'épisodes qui se présentent comme autant de micro-récits. Chaque épisode peut être résumé en fonction du schéma narratif, leur enchaînement constitue l'intrigue. Cette construction est très fréquente dans les romans divisés en parties, c'est-à-dire chaque partie fait passer d'un état initial à un état final qui devient le point de départ de la partie suivante. Ça veut dire le roman, comment on le connaît, comment on prétend le connaître, comment on attend à le lire, comme ça chronologiquement pardon, sans avoir recours à des anticipations, pardon, des accélérations dans le temps, diagèse et ainsi de suite. Alors le mot diagèse, ça veut dire le récit, diagèse, ça veut dire le comment d'écrire. Les formes de l'intrigue. Alors, il y a plusieurs formes d'intrigue. L'intrigue, ça veut dire le comment les faits ou bien les événements sont enchaînés entre eux. Il y a l'intrigue unique, il y a l'intrigue complexe, il y a l'enchâssement. D'accord? Il y a trois modes d'intrigue. Alors, pour l'intrigue unique, elle présente l'histoire d'un seul personnage, du déclenchement de l'intrigue jusqu'à sa résolution. C'est-à-dire qu'il suit un seul personnage dès qu'il y a un élément perturbateur qui perturbe un petit peu la vie de ce personnage, il y a ce suivi, d'accord, unique de ce personnage. Et rien, ou bien il n'y a personne que ce personnage-là. Il y a aussi l'intrigue complexe. Alors l'intrigue complexe, un lien unit plusieurs intrigues, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup d'intrigues. Le lecteur peut suivre simultanément l'histoire de plusieurs côtés ou bien de plusieurs personnages. C'est-à-dire, par exemple, la mère et le père, la femme et le mari, par exemple, deux fiancés, deux amoureux, et ainsi de suite. Chacun de son côté. Alors, dont les destins se rejoignent ou se croisent. D'accord? À la fin du roman, il y a croisement, ça veut dire dans la situation finale, il y a croisement des deux personnages, ou bien leur destin les divergent, bien les fait séparer, d'accord? Voilà, séparés à travers leurs destins qui sont un petit peu différents l'un de l'autre. Alors, troisième forme d'intrigue. Alors, on a dit qu'il y a unique et complexe, mais il y a aussi l'enchâssement. De quoi il s'agit donc l'enchâssement? C'est de développer des intrigues secondaires. C'est-à-dire, il y a
une intrigue se rapportant, par exemple, à l'héros, d'accord, ou bien au héros, ou bien à l'héroïne du roman, mais aussi à l'intérieur, il y a d'autres petites intrigues qui ne sont pas aussi importantes que l'intrigue se rapportant au personnage principal. Ça veut dire, par exemple, il y a deux fiancés, voilà, un destin, d'accord, ou bien qui vont se rejoindre à la fin, ou bien qui vont voilà, se séparer, mais à côté, il y a leurs amis, par exemple, etc., etc., l'ami de l'autre, etc., l'ex de l'autre, etc., etc. Aussi, on fait cet enchâssement d'intrigue dans l'intrigue principale. Ça s'appelle un enchâssement d'intrigue, d'accord? Un enchâssement d'intrigue secondaire dans des intrigues, voilà, dans des intrigues principales. Alors maintenant, les modes de narration. Il y en a plusieurs. Alors le narrateur ne se contente pas de rapporter des événements, c'est-à-dire tels qu'ils sont, il les organise en fonction d'une logique propre, le plus souvent l'ordre chronologique. On sait ça déjà dans le roman classique. De leur déroulement, différents modes de narration permettent au lecteur de prendre connaissance de l'histoire racontée. Le narrateur euh, comme étant un personnage. Ça, c'est le premier mode de narration. Ça veut dire le narrateur est déjà dans l'histoire, d'accord? Ça veut dire il parle en utilisant je, d'accord, la première personne du singulier, ou bien il est le narrateur de sa propre histoire, ça veut dire une autobiographie qu'il raconte à la première personne. Son mode de narration est celui de l'autobiographie. Ou bien il n'est qu'un personnage secondaire de l'histoire, mais voir un simple témoin, ce mode de narration donne l'illusion que l'histoire racontée s'est réellement déroulée. Alors ça, c'est un petit peu dans les romans réalistes, par exemple comme le roman de Madame Bovary, voilà, de Flaubert, et bien d'autres. Alors, le narrateur qui raconte à la troisième personne, le narrateur comme il raconte à la troisième personne, c'est-à-dire qu'il ne manifeste pas sa présence par intervention ponctuelle, d'accord, par des interventions ponctuelles. Dans ce cas, il n'est pas un personnage de et ses interventions à la première personne apparaissent comme des intrusions de discours dans le récit. Il effectue alors un va-et-vient entre le moment de la narration et l'époque de la fiction. Le moment de la narration étant le moment de l'énoncé, d'accord, et le moment de la fiction étant le moment du diagèse ou bien le moment de l'énonciation. نفرقوا ما بين هاد الجوج. Le moment, le moment de narration, ça veut dire le temps, lui, où il raconte. D'accord? Le moment de la narration, ça veut dire le temps du narrateur. Le vrai, ça c'est le vrai temps du narrateur. D'accord? Le réel. D'accord? Maintenant. Et l'époque de la fiction, c'est-à-dire peut-être il va raconter sur ce qui est passé, sur une histoire passée, etc., etc. C'est le temps précis de ce qu'il est en train de raconter. Ça, c'est fictif, d'accord? Ça, c'est imaginaire. Ça c'est dans le roman, d'accord? Le narrateur invisible. Alors, il arrive que parfois, le narrateur n'est pas là, surtout dans le nouveau roman avec Rob Grillet, Jean Ricardou, et ainsi de suite, d'accord? Avec Sarraute aussi, Nathalie Sarraute aussi. Elle est totalement extérieure à l'histoire racontée. La première personne n'apparaît jamais dans le récit. Alors, pourquoi je donne les exemples de romans? Parce que peut-être vous aurez à voir un petit peu des exemples ou bien à lire des romans qui appartiennent à ces définitions-là. Alors, c'est pour ça que je donne, à chaque fois, je donne un petit peu des titres, des romans, d'accord, pour aller les chercher. Peut-être vous aurez le temps de les lire, etc., d'accord? Alors, ici, j'ai vu aussi que dans cette page, on parle de la narration, de la chronologie, du rythme, etc., des anticipations, des retours en arrière, etc., des accélérations, de petites accélérations, de grandes accélérations, et ainsi de suite. Alors, tout d'abord, avant de passer par ça, on définit ce que c'est que la narration, parce que si on connaît ce que ça veut dire, le diagèse ou bien la narration, on va connaître pourquoi ou bien quand est-ce qu'il est accéléré, quand est-ce qu'il est ralenti, ainsi de suite. La narration étant un événement raconté
ça veut dire un récit, ça veut dire un diagèse, une histoire, est l'une des quatre principales formes de discours. Ça veut dire il y a les autres formes de discours, par exemple, il y a le descriptif, l'explicatif, l'argumentatif, etc. Elle sert à rapporter des événements et elle est située dans le temps. Elle est la base de tout récit. Alors, la chronologie, quand on parle de chronologie, il y a le mot chrono, d'accord? Chrono et le mot logie. Logie, ça veut dire la science, ça veut dire la technique, et chrono, ça veut dire le temps, la science du temps dans la narration. Alors, première chronologie, le narrateur peut choisir de livrer un récit dans l'ordre où les événements se sont produits. C'est un ordre chronologique, d'accord, qui respecte la suite des événements, d'accord, dans le temps. Dans ce cas, le récit peut suivre le schéma narratif, la situation initiale perturbateur, les péripéties, etc., qu'on vient de raconter tout à l'heure. Mais il y a d'autres modes ou bien d'autres types de narration. Au lieu de suivre cet ordre chronologique, il y a B, d'accord? Il y a le narrateur qui peut également bouleverser la chronologie en effectuant le retour en arrière ou bien l'anticipation. Retourner en arrière, on sait déjà, ça veut dire retourner en arrière. L'anticipation, c'est le contraire du retour en arrière, d'accord? Il y a une contradiction, d'accord? Ou bien il dit des événements qui se rapportent au passé du moment du diagèse, du récit, ou bien il anticipe, d'accord, les moments qui vont être après, d'accord, dans l'histoire, chronologiquement parlant, bien sûr. Alors, ici, on va noter un petit peu ces modes de narration, d'accord? Alors, le premier, c'est le retour en arrière. Ça, c'est l'effet de rythme dans les romans. Le retour en arrière, ça s'appelle un flashback en anglais. Au cinéma aussi, on l'appelle flashback. D'accord? Sa fonction principale est de revenir sur le passé d'un personnage, revenir sur l'origine d'un événement, revenir sur ses souvenirs, etc. Voilà, il y a un roman de Nathalie Sarraute dont je ne m'en souviens plus, je crois qu'elle s'appelle Enfance. Je crois qu'elle s'appelle Enfance de Nathalie Sarraute. Alors, la fonction, c'est d'expliquer comment le personnage est arrivé à ce point-là. C'est pour ça qu'on fait des flashbacks de souvenirs. Alors, pour ces signes dans le texte, il y a les indicateurs de temps, par exemple 10 jours auparavant, 10 jours plus tôt, le mois précédent, quelques jours plus tôt, etc., etc. Et le temps, il y a le temps du récit, c'est le plus que parfait pour marquer que les événements, ils avaient déjà eu lieu dans le passé, avant avant le temps du diagèse ou bien du récit. Il y a aussi l'anticipation, c'est bien le contraire du flashback, voilà, du retour en arrière. L'anticipation, sa fonction est d'envisager les événements avant qu'ils se produisent, et sa fonction, c'est évoquer les événements possibles ou non dans l'avenir. Alors, les signes, quand est-ce qu'on trouve cette anticipation? C'est quand il y a conditionnel présent, ou bien le futur, peut l'appeler le futur dans le passé, le conditionnel présent, vous connaissez bien sûr. Alors, pour le rythme, on appelle rythme de la narration le rapport entre le temps de l'histoire. Le temps de l'histoire, c'est le vrai temps, c'est-à-dire la durée fictive, d'accord? La durée la durée de l'histoire, des événements racontés en années, mois, jours, heures, etc. Et le temps de récit, la différence entre le temps de récit ou de la narration. Elle est comptée en ligne ou en page, ou bien la durée dans laquelle tu peux, ou bien pendant laquelle tu peux lire le roman, etc. 2 heures, 3 heures, une journée, 2 semaines, 3 semaines, etc. C'est ça. Mais les événements, peut-être l'événement, il est raconté en 24 heures, en un mois, une année, mais tu peux lire en 15 jours. Alors, 15 jours, c'est le temps de récit, d'accord? Et l'année de narration, une année, c'est l'année de narration, ou bien le temps de la narration. Pardon, pardon, c'est la durée fictive. Alors, le temps de l'histoire coïncide rarement avec le temps réel,
l'impression d'écoulement du temps provient du rythme donné au récit. Ça veut dire que le récit, normalement, il a eu lieu normalement et chronologiquement, mais c'est le narrateur qui décide voilà, de laisser, voilà, laisser apparaître ces accélérations, ces retours en arrière, etc., etc. Et on va voir par la suite que même dans le retour en arrière, il y a plusieurs types de retours en arrière, d'accord? Bien accélérés ou bien moins accélérés. Il y a aussi les avancements ou bien les anticipations aussi. Ils sont un petit peu voilà, rythmés de plusieurs degrés dans un récit. Alors, les variations du rythme, tout d'abord, il y a l'accélération, comme on avait dit tout à l'heure. Alors, quand il y a accélération plus plus, ça veut dire que certains événements sont passés sous silence. Le narrateur ne les évoque pas, mais le lecteur, il sait bien qu'après un mariage, par exemple, on a passé sur tous les événements. Allez, il y avait un amour entre, par exemple, une femme et un homme, par exemple, le héros et la héroïne, et puis il y a des bébés. D'accord? Alors, il a passé, c'est-à-dire il a fait une accélération plus plus, d'accord? Alors, la fonction est avancer rapidement dans la narration pour se concentrer sur les événements importants, et non pas ce qui est un petit peu de côté, d'accord? Latéral. Alors, les signes dans le texte, on peut trouver, comme dans le cinéma, un an plus tard, 3 jours après, un blanc dans le texte, changement de paragraphe, laisse 3 ou 2 pages, pardon, laisse une page voilà, blanche, point de suspension, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs typographies, d'accord, qui servent à montrer cela, d'accord? Alors, le nom de cette accélération s'appelle l'ellipse. L'ellipse. D'accord? L'ellipse, qu'est-ce que c'est l'ellipse? Ce n'est pas une figure de style, mais c'est une accélération dans le temps. L'ellipse. D'accord? Al-istibaq. D'accord? Voilà. Il y a aussi deuxième type d'accélération, une accélération moins rapide que l'autre. C'est quand le narrateur condense les événements en quelques mots, quelques phrases. Il dit les événements, mais il les condense dans un petit paragraphe, bien dans 2, 3 paragraphes, même que les événements, bien que les événements soient un petit peu plus larges et devraient normalement prendre une dizaine de pages, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les raconte d'une façon concise. Alors, sa fonction, c'est de passer rapidement sur des événements, des propos peu importants, d'accord? Ils s'avèrent un peu importants, d'accord? Ils sont importants, d'accord, les événements, mais ils sont peu importants. Ils n'ont pas la même importance ou bien la même valeur que les événements qui vont être cités après. Alors, la proposition juxtaposées. Alors, voilà, les marques, c'est les propositions juxtaposées, séparées par un signe de ponctuation, des phrases simples et ainsi de suite. Alors, un sommaire est égal à un résumé. D'accord? Ça veut dire comment on repère ça? C'est comme il y a un résumé de l'histoire, d'accord? Un résumé des événements qui sont peu importants dans l'histoire. Et puis, il y a les plus et moins, c'est-à-dire les accélérations et les retours en arrière en même temps. Le narrateur donne ici l'illusion que la durée des événements racontés équivaut au temps qu'il faut pour lire le texte. Alors, la fonction, c'est de marquer les temps forts de l'action et là, il est marqué par des dialogues, d'accord, pour faire vite avancer les événements, d'accord. Elle laisse les personnages parler entre eux pour un petit peu faire voir cet avancement dans les faits, d'accord. Alors, je crois que c'est assez suffisant sur l'accélération. On fait maintenant la même chose avec le ralentissement parce que
le contraire d'accélération, c'est le ralentissement, c'est-à-dire raconter lentement les événements. Ou bien que le narrateur ralentit le rythme par l'insertion de passages descriptifs ou bien explicatifs, c'est-à-dire qu'il ajoute beaucoup de choses, comme par exemple, dans le pont du Gard, par exemple, de Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que c'est de Jean-Jacques Rousseau ou bien de Stendhal? Voilà, il y a le pont du Gard le pont du Gard, c'est un texte descriptif, d'accord, dans la description, d'accord, de Jean-Jacques Rousseau dans euh, les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, il y a un texte descriptif qui décrit un petit peu le pont du Gard, d'accord? Et puis, chez Stendhal aussi, il décrit le même pont, d'accord? En ralentissant un petit peu les événements, d'accord? Alors, pour l'autre auteur, comment il s'appelle? Stendhal, d'accord? Il fait la description de ce pont pour ralentir un petit peu aussi. Et puis, il y a un autre type de ralentissement, c'est le narrateur semble étirer le temps comme dans un ralenti au cinéma. D'accord? Moment clé, c'est décomposer l'action. Il décompose cette action, d'accord? Cette action, au lieu d'exprimer l'action à travers deux, trois verbes, alors il essaye d'accumuler une panoplie de verbes pour traduire un petit peu de ce ralentissement dans les événements. Alors il y a dilatation, ça c'est le contraire un petit peu de ce qu'on vient d'appeler l'ellipse. Voilà, voilà la première partie voilà, de la séance. Il s'agissait il s'agissait de, comment il s'appelle? Il s'agissait de typologie du texte narratif, les points essentiels à connaître dans les typologies du texte narratif. J'enregistre tout d'abord et puis voilà, j'enregistre tout d'abord et puis je mets voilà, j'enregistre, pardon, je coupe l'enregistrement pour enregistrer la deuxième partie, c'est-à-dire l'intrigue dramatique dans le théâtre, dans le module de initiation au genre dramatique.